du monde entier. Et aujourd'hui qu'il est arrêté, tout le monde sait que Assange est arrêté parce qu'il y a une partie de ce qu'il a publié. Il faut faire très attention, il y a des principes importants qu'il faut défendre. Et quand vous avez ces principes à défendre, il ne faut le défendre que dans le cadre du principe. Il y a le principe de la liberté de presse, il y a à côté les sanctions pour ceux qui violent cette liberté de la presse, ou la vie privée. Il faut éviter cela. C'est ça que je veux dire. Oui, enfin, je m'interroge quand même un peu sur le propos de Maître Mami, dans la mesure où, en tant qu'avocat, il a parlé tout à l'heure d'éducateur qu'il est, de concevoir que d'un SMS dont le sens n'est pas très très clair, qu'on en vienne à informer tous les Camerounais de ce que le pays est en danger, qu'il y a une conspiration, qu'il y a un grand complot, et vraiment, que vous refusiez de vous prononcer clairement sur ce sujet-là. Ceux qui ont la défense du pays, qui le fassent, M. Naba, je ne suis pas contre. Mais ceux qui ont la défense du pays doivent s'occuper de ça. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Valérie Naba réagissait juste à vos propos. Kamine. Non, moi je pense que M. Mami fait du jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire que nous, il a bien dit qu'il est ici à titre de politique, d'homme politique. Il a dit quelque chose qui est en porte-à-faux avec sa profession. En réalité, on ne peut pas concevoir une société où tout est libre, où tout est ouvert, où tout est permis. Je pense qu'une société doit être organisée, une société doit avoir des limites. L'exercice de la profession de presse a des limites. Et ces limites, même parmi ces limites-là, il y a la loi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le viol de correspondance. C'est un délit prévu et réprimé par la loi. Mais nous ne disons pas que ces personnes doivent poursuivre ces journaux devant les tribunaux. Mais nous disons que les limites de l'exercice de la profession de journaliste, parmi ces limites-là, il y a la loi. Le respect de la vie privée. Mais Mami ne peut pas me dire que bon, tout simplement parce qu'on est un homme public, on peut tout dire, on peut tout raconter sur vous, on peut publier votre numéro de téléphone pour que n'importe quel intrus vous appelle. Non, moi je dis que non, il y a quelque chose qui va pas. Les interprétations fussent-elles extensives sur vos différentes correspondances, Suzanne? Non, je crois que Maître Bami pratique la langue de bois. Et encore une fois, une certaine forme de démagogie. Je serais très étonné que si demain son parti était au pouvoir, il puisse tolérer tout et n'importe quoi. La République, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la capacité pour les individus de hiérarchiser et de choisir. Je dis encore une fois que là, ce débat, c'est pas du journalisme. Quand Maître Bami a peur, l'anecdote, la météo, la nouvelle ne seront pas mises en prison, sauf si les camps qui aujourd'hui leur donnent la possibilité de raconter toutes ces salades sont renversés. Donc on n'est pas vraiment dans un espace objectif où c'est de l'éthique qu'il s'agit. Et je m'étonne que Maître Bami nous assène des principes de liberté qui frisent l'anarchie. Est-ce que la liberté de presse signifie la liberté de se laisser manipuler par un camp politique dans le but d'abattre son adversaire? Est-ce que la liberté de penser signifie qu'à tout moment, je peux insulter Maître Bami, lui déchirer sa toge, etc. Est-ce que c'est ça la liberté? Je dis non, ce n'est pas ça. Et en tant qu'éducateur, membre d'un parti politique qui concourt au suffrage universel, il doit former la conscience des gens, la former à la tolérance, à la hiérarchisation, à la compréhension et non pas à la manipulation. Or, tout son discours ici, c'est de nous dire, allez-y les gars, bravo, si Suzanne Kalalobe a des ordures, mettez-les sur la table. Allez les gars, bravo, si John Frondi a des ordures, mettez-les sur la table. Il y a une idée discutable. Après, moi, une idée qu'il est en train de distiller que je trouve discutable. Un homme politique n'est pas un modèle. Ce n'est pas un guide. C'est un homme politique, c'est-à-dire c'est un technicien de l'espace public qui doit organiser la gouvernance de son pays. C'est ce qu'on lui demande. Parce que aucun... Non, justement, c'est ça la confusion. Parmi les hommes politiques, il y en a qui sont des héros, qui ont une stature de héros. Mais la politique, c'est quoi? C'est l'organisation de la cité. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est de gérer les affaires du pays de telle façon que chacun soit content. Prétendre qu'il doit être un modèle comme le puritanisme américain veut nous le montrer, ça c'est une espèce d'hypocrisie. Et tout le monde sait que c'est dans les pays où on prétend que les hommes politiques doivent être le plus de modèles qu'il y a le plus de... Comment on les appelait? Comment on les appelle tous ces gens qui prétendent défendre la morale alors que dans l'obscurité, ils sont des pédophiles, font des trucs sadomaso, etc. C'est ça la vérité. Non, on ne les sanctionne que parce que ça arrange un camp politique. C'est ce que l'on sait. Sinon, aujourd'hui, le gouvernement américain serait
tous seraient en prison pour des affaires de mœurs, et on le sait. Alors je vous propose, bientôt nous allons sortir de ce sujet. Il faut quand même noter que cette actualité remet au goût du jour l'épineuse question de l'usage du téléphone portable en cellule dans nos prisons. Maître Bami, même comme vous êtes en train de refuser votre casquette de juriste parce que vous êtes invité comme un acteur de la scène politique camerounaise, je voudrais bien vous demander, est-ce que cela ne pose pas un problème aujourd'hui, l'usage du téléphone en cellule dans les prisons? Comment est-ce qu'un prisonnier peut se retrouver en cellule avec un téléphone? C'est pour ça que je dis, moi ma crainte dans cette histoire, c'est que quand on va suivre cette affaire, comment est-ce qu'un prisonnier peut être en prison avec un téléphone mobile? Il est passé par où? Le régisseur, les gardiens de prison, tout le monde. Comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver en prison avec un téléphone portable? C'est d'abord ça la question qu'il faut se poser. Parce que je ne veux pas rentrer dans le fond, parce qu'il est tellement irréaliste qu'il y a des choses que je ne... Quand vous allez en prison, on vous enlève tout. On vous enlève tout. Même votre propre ceinture, parce qu'on a besoin que vous ne vous suicidez avec votre ceinture. Comment quelqu'un peut se retrouver en prison avec un téléphone portable? C'est des incongruités de ce pays. Et il ne faut pas que nous... C'est illégal. C'est illégal. Ils ont leur téléphone portable. C'est illégal. La question. Il ne faut pas. Mais s'ils n'ont pas leur téléphone portable, comment... Attendez. Mais qui vous dit que ces SMS sont authentiques? Ça aussi, c'est une interrogation. C'est aussi une interrogation. Est-ce qu'ils sont authentiques? Monsieur Mahon, il ne faut pas. Je dis, je suis clair et sincère là-dessus. Il y a des règles, il y a des exceptions, il y a des sanctions. C'est de là que je parle, et je suis content que Suzanne parle de l'organisation de la société. Bah, il y a un journaliste qui était à Bamenda, qui voulait rencontrer Chama, qui m'a appelé, qui m'a demandé son numéro, je lui ai donné. Quel journaliste donné? Je lui ai donné. Il est allé rencontrer Chama, ils ont discuté et il est rentré. Je sais là où vous voulez en venir. Non, je veux dire quoi? Non, parce qu'il a parlé le numéro de téléphone. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'une société, comme elle dit, organisée, il y a des règles, il y a des exceptions, il y a la sanction. Si quelqu'un a franchi, si quelqu'un a violé, il y a la sanction qui existe. Mais ne commençons pas. Alors, vous pensez que si nous commençons la loi, ça crée le droit? Si tout le monde viole la loi, ça crée le droit. Non, pourquoi ça crée la loi? Si vous violez la loi, on vous sanctionne. Parce que les sanctions existent. C'est ce que je dis. Ne commençons pas à nous méprendre sur la règle. Parce que si nous commençons à nous méprendre sur la règle, on va commencer à la tripatouiller. C'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas que la règle soit tripatouillée. On va à l'exception. Et ensuite, la sanction. C'est ce que je propose. Ce n'est pas que je suis pour ou contre, non. Il y a un principe, il faut faire très attention. Quand vous abordez des questions comme ça, il y a des principes et connaissons notre pays. Moi, je le dis surtout, connaissons notre pays. Demain matin, vous allez apprendre, les sanctions vont être autre chose. Je vous donne l'anecdote d'ailleurs, je crois qu'il a été suspendu déjà un moment pour, je ne sais plus, dans le cadre de toujours de ces affaires. Liste présumée. Voilà, ça avait été suspendu, il faut faire très attention. On les suspende un peu plus souvent. Il faut faire très attention. On les suspende un peu plus souvent. Oui, moi je pense que l'argument selon lequel ils n'ont pas le droit d'avoir téléphone portable en prison me semble un peu limité dans la mesure où je pense, vous semblez pas entendu léger, dans la mesure où oui, discutable, oui, dans la mesure où avant que le téléphone portable n'arrive, il y avait quand même la possibilité pour les prisonniers de passer des coups de fil. Cela étant réglementé d'une certaine manière. Il me semble donc possible aussi que l'utilisation du portable soit réglementée. Ça, je ne sais pas ce qui se passe dans les détails. Est-ce qu'ils sont strictement interdits? Je vous dis oui. Est-ce que ces téléphones sont rangés quelque part de manière à ce que... Non. Maître Mbabi a répondu à cette question. Maître Mbabi a dit que l'usage du téléphone en prison est strictement interdit. Même le téléphone tout court. Ce qu'il dit avant, l'un prisonnier pouvait avoir un coup de fil dans le bureau du régisseur. Organisé dans le bureau du régisseur. Donc moi je voudrais revenir, on finit sur ce sujet, d'accord. Je voudrais revenir sur ce fait, en fait, cette information qui nous a été donnée par 3 journaux dont on sait qu'ils appartiennent à la galaxie du combat politique au sein du RDPC et de la nomenclatura. Pour dire que la première chose que l'on a à faire, c'est de s'assurer... Vous expliquez la nouvelle expression qui a réagi. Non, la nouvelle expression appartient aussi à la galaxie, mais disons qu'elle n'est pas dans la galaxie que moi je cite. La nomenclatura RDPCiste a des problèmes avec elle-même et ces différents acteurs se combattent avec des armes qui sont sales.
Et ces armes sont les journaux que j'ai cités. Et il est déplorable que des collègues se laissent aller à cela. Maintenant, l'investigation consiste à authentifier même ces SMS. Ce n'est pas parce qu'on écrit et qu'on donne tel numéro que ce numéro est réellement celui d'Ama Toutou et de Mebengo. Et c'est tout ce montage qui est scandaleux, incongru, et quand quelque chose est aussi incongru dans l'espace public, alors on sait que c'est de la manipulation. Autrement dit que c'est un mensonge. Et face à un mensonge, c'est vrai, ceux qui se sont attaqués doivent attaquer la presse pour diffamation. Est-ce que c'est pas précoce de dire que c'est un mensonge? Il faut avouer que les parutions là datent depuis le début de la semaine et que jusqu'ici, il n'y a pas de contre-réaction. Non, c'est parce que, vous savez, moi, ce qu'on m'avait toujours appris, c'est que le mensonge a les pieds courts et que c'est pas parce que quelqu'un ment que vous allez tout lui démontrer qu'il ment. Vous allez laisser le temps au mensonge de se putréfier de lui-même. Et si on n'y répond pas, parce qu'ici au Cameroun, on pense que quand quelqu'un vous attaque Mahop en disant Mahop est homosexuel, parce que Mahop n'a pas répondu, on va dire qu'il ne dit mot consent. Non, par exemple, non, qu'il ne dit mot consent. Ce que je veux dire, c'est pas tout ce qu'on dit que l'on doit prendre au pied levé. Et contrairement à Maître Mbami, moi je sais, pour le moment, rien ne m'autorise à penser qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2011. Et je trouve déplorable que l'espace public soit occupé par des petites choses comme cela, indignes d'une république comme la nôtre. Kamine, pour conclure sur le sujet. Mais pour conclure sur le sujet, comme l'a dit Suzanne, c'est un débat glauque. C'est un débat glauque. Mais moi, je reste ferme. Je dis que... moi, je suis journaliste depuis 33 ans. Et depuis 33 ans, je pense que... il y a des choses face auxquelles je ne peux pas rester indifférent. Il y a des dérives, des dérapages, des sorties de route qui ne sont plus du journalisme. Et parce que ce n'est plus du journalisme, je me sens être en droit de dire que non, messieurs, écoutez, stop. Sans que je sois forcément intéressé par ce combat ou par ces combats de village ou de politique. Moi, je dis, j'ai réagi comme un journaliste en disant que j'ai le devoir d'indignation. Et c'est pour ça que moi je dis que ce débat... Vous avez réagi, la presse a également réagi face aux nombreux frémissements observés au sein de la commission de coordination et de supervision du recrutement spécial de 25 000 jeunes diplômés à la fonction publique du Cameroun cette semaine. Est-ce que les nombreuses incongruités aujourd'hui justifient-elles les craintes de la presse émises à l'époque, au moment où cette opération était lancée, où les journaux avaient douté suffisamment de la fonctionnalité de cette opération Kamine? Je reviens à vous. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de la fébrilité qui entoure cette publication de liste. Vous savez, quand le président de la République lui-même intervient pour dire « sortez-moi des listes », bah, immédiatement, les gars se disent qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que nous le savons très bien. Donc c'est qu'il y a eu beaucoup de précipitations. Beaucoup de précipitations, de la fébrilité, même pas seulement de la préciptation, mais de la fébrilité, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'on a reçu, je crois, 50 ou 75 000 dossiers de postulants, et on avait besoin que de 25 000. Et parmi... 315 000. 315 000. On n'avait besoin que de 25 000. Et sur ces 315 000, on ne peut pas compter le nombre de faux dossiers, de faux actes de naissance, de faux diplômes, bref, il faut avoir le temps de vérifier tout cela. Mais seulement quand le président de la République lui-même a intervenu en disant « sortez-moi ça rapidement » parce qu'il y avait de l'agitation, les gens étaient impatients et tout, les gens se disaient que où sont ces disques-là, forcément, on devait aboutir à ce qui arrive aujourd'hui. Cette actualité a quand même fait les choux gras de la presse et on a noté cette semaine une mise en exergue, n'est-ce pas, des différentes requêtes d'un collectif, c'est le collectif des moniteurs vacataires et à terre attachés d'enseignement de recherche auprès des universités d'État du Cameroun. Et nous saluons déjà la présence de Valérie Anaba qui est le représentant des ATER au sein du conseil d'administration de l'université de Douala. Vous avez noté, vous avez remarqué ces nombreuses incongruités que vous avez dénoncées cette semaine et ces incongruités qui ont été reprises par la presse également. Oui, nous avons noté trois principaux problèmes dans la publication de cette ligue. Le premier problème est qu'on a remarqué qu'il y avait des fonctionnaires en poste et des cadres contractuels d'administration qui ont repostulé comme chômeurs au moment où on avait besoin de chômeurs qualifiés. En deux, nous avons remarqué que des personnes ayant été recrutées par le passé comme enseignants d'université et exclues
des universités d'État par la hiérarchie pour faute lourde revenait dans la liste. Et en troisième problème, nous avons observé que de jeunes diplômés 2010-2011, titulaires du DA 2010-2011, ils ont soutenu tout récemment, se retrouvent dans la liste. Au même moment où des personnes qui sont dans le bassin de la formation du haut métier de l'enseignement universitaire, donc les trois catégories que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir les moniteurs, les vacataires et les ATR, ont été disqualifiés. Alors, et c'est pour ça que je profite pour remercier de ce plateau qui nous a offert pour expliciter notre problème. Il s'agit que pour être enseignant à l'université, il y a un cadre de formation qui est donc probatoire à l'entrée au métier. Ce cadre consiste à travailler sous la tutelle, sous l'aile d'un maître pendant quelques années. C'est là qu'on apprend le métier, en plus du diplôme qu'on a. Et c'est dans ce cadre-là qu'on recrute et on devient donc assistant avec un matricule de la fonction publique. Donc, au moment où on veut recruter des chômeurs, c'est des personnes qualifiées, donc diplômées et qui ont appris le métier. C'est d'abord les vacataires, les ATR et les moniteurs. Sauf que nombre d'entre eux ont été exclus de la liste de présélectionnés. Sans raison. Pas tous. Pas tous. Un nombre important quand même. Et quand on observe ceux qui sont recrutés sans aucune expérience, sans même avoir un projet de thèse, puisque le ministre de la fonction publique avait annoncé qu'on va recruter sur la base des critères objectifs, notamment l'expérience, l'expertise, la qualification. Donc nous étions sûrs que, incontestablement, ça se passerait ainsi. Ce que nous pensons, c'est qu'au niveau de la méthodologie, il y a eu un petit souci. Parce que, de la même manière qu'il n'est pas possible de recruter 3000 personnes et envoyer au ministre de la Défense en lui disant, voilà 3000 militaires, affectez-les, il est difficile pour une commission fistelle nationale de coordination de recruter 1000 enseignants et envoyer au ministère de l'Enseignement supérieur pour l'affectation. Il aurait fallu impliquer de façon très sérieuse le ministère de l'Enseignement supérieur dans ce recrutement, ce qui n'a pas été fait, à notre connaissance. Dans le comité de présélection. Le comité de présélection n'a pas... Mais il a siégé dans la commission. Je ne peux pas vous donner les détails. Il a siégé dans la commission de recrutement, pas dans le comité de présélection. Voilà. Et l'information. Oui, d'accord. Et je dois dire que... Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous redoutez? Est-ce que vous vous accordez avec ce que la presse a dit, qu'il y a eu des tripatouillages? La question des tripatouillages n'est pas, objectivement pour moi, c'est pas la raison. Parce que nous pensons que c'est un problème de méthode. On n'a pas eu recours à des CV, des dossiers qu'on a déposés pour la sélection, la présélection. Il n'y avait pas de CV. Donc comment a-t-on pu présélectionner des gens sans CV? Il aurait fallu demander à tous les candidats d'aller au municipal déposer les CV, comme c'est demandé maintenant. C'est maintenant quand on a pris 1000 personnes qu'on demande d'aller déposer les CV au municipal. Et sur les 1000, tout le monde n'aura pas le profil et on aura un gap. On aurait dû envoyer tous les dossiers là-bas et le municipal a un organe qu'on appelle la commission consultative de recrutement des assistants qui est qualifié dans le cas de recrutement du personnel enseignant à l'université. C'est maintenant qu'on les fait travailler alors que la présélection est déjà faite. Ça fait un biais. Et ce que nous demandons, c'est que ce biais soit corrigé, que tous les ATR, moniteurs et vacataires qui estiment avoir du profil et qui ont travaillé depuis des années à l'université candidatent à la sélection. Et comme ça, si on perd, on sait qu'on a perdu avec des raisons objectives. Suzanne Kalalobé. Oui, moi je suis un peu gênée par le plaidoyer de mon collègue là. Monsieur Anaba. Monsieur Anaba. Parce que, et c'est là où justement je vais retomber sur le traitement de la presse d'un fait. De quoi s'agit-il? Monsieur Anaba vient défendre la position de son groupe. De ma catégorie. Il vient défendre la position de son groupe sur un fait de société qui est traité par la presse comme les revendicateurs. Je ne suis pas contre le fait qu'on revendique, mais je reviens au traitement par la presse où la presse privilégie la position tribunicienne de dénonciation, c'est que ça peut être une option, plutôt que l'explication de la genèse d'un mode de fonctionnement de l'administration camerounaise. Et on voit bien que nous autres médias, nous aimons bien les victimes. La preuve, c'est qu'il est invité sur le plateau, mais personne de ceux qui sont organisateurs de ce cafouillage. Je pense que la presse a la responsabilité d'inviter les différentes parties d'une situation pour qu'on comprenne. Parce que ce n'est pas parce que M. Anaba parle qu'il se plaint qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Or, cette question de ces 25 000 recrutés, ou de ce qui se passe, est très importante, parce qu'elle est un indice
d'un dysfonctionnement, voire d'une désorganisation de la fameuse réforme administrative de la fonction publique qui n'arrive pas à son terme. Mais elle est aussi un indice de l'absence de méthodologie dans la mise en place de fichiers objectifs pour la traçabilité de tous ceux qui entrent dans un circuit, que ce soit le circuit électoral, le cursus universitaire, etc. Ça, la presse pouvait exploiter et en rendre compte. Mais non, elle préfère donner la parole aux victimes du système qui, eux, ont tout à fait raison de dire « Coucou, messieurs les politiques, nous existons, prenez-nous, c'est nous les plus méritants. » Parce que c'est ce qu'il nous dit. Je ne suis pas encore une fois contre, mais puisqu'on est à droit de réponse, c'est-à-dire à traiter la façon dont nous traitons l'information, je me suis permis de vous... Mais les organisateurs ne disent pas que les différentes revendications ne sont pas fondées. C'est des faits. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas fondées. Vous avez en face de vous un jeune homme qui a une cravate de couleur bleue, c'est un fait. Oui. Les organisateurs ne redoutent pas, ne refusent pas que c'est des faits. La preuve, lorsque la requête est introduite, lorsque la requête du collectif est introduite, 24 heures après, il y a une refonte, il y a un palettage des listes. Cela veut dire qu'on